Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 24 octobre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir avec de la pluie au programme ce week-end. Aux États-Unis, la fondation américaine Princess Grace a célébré en présence du prince souverain son 40e anniversaire. 40 années à soutenir les talents créatifs dans les domaines de la danse, du théâtre et du cinéma, avec notamment une récompense de prestige pour l'acteur américain Michael Douglas. Nous nous rendrons à New York dès le début de ce journal. En principauté de son côté, dans sa résidence, le ministre d'État Didier Guillaume a reçu hier le Conseil stratégique pour l'attractivité. Frédéric Gintas, son secrétaire général, reviendra ce soir avec nous sur les grands axes de travail en la matière. Vous l'aurez certainement remarqué, la mise en sécurité du versant rocheux surplombant la place d'Armes est en cours. Tout savoir dans un instant sur ces travaux du moment. Gros plan ce soir sur un événement qui attire petits et grands en nombre chaque année, la foire attraction qui bat son plein depuis une semaine déjà, et ce, au beau milieu des vacances scolaires, ce sera notre Focus Info. Enfin, littérature, le livre que je n'ai pas écrit, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le titre du 3e roman de Laure Gourèges qui est venu présenter ce détonnant ouvrage à l'Hôtel Métropole. Et direction New York pour célébrer un anniversaire d'importance, celui de la Fondation Princess Grace USA, qui renouait hier avec son traditionnel gala de remise de prix. On retrouve sur le tapis rouge notre correspondante aux États-Unis, Alexandra Pani. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Oui, effectivement, la Fondation américaine célèbre son 40e anniversaire. 40 années à soutenir les talents créatifs dans le domaine du cinéma, du théâtre ou encore de la danse. Je vous propose de revenir sur cette soirée de gala en images. Tapis rouge, lieu prestigieux, la Princess Grace Foundation USA renoue avec sa longue tradition de remise des prix. Depuis 40 ans, elle a soutenu plus de 900 artistes aux États-Unis. La fondation est née d'une volonté du prince Régnier III en hommage au talent et à la carrière de la princesse Grace. Supporting artists was one of Princess Grace's greatest passions. It's something she actually did very quietly throughout her lifetime. When she passed away, they discovered she was supporting artists. And so Prince Rainier really did this to honor the work that she did very quietly in her lifetime. They're selected by experts within the fields of theater, dance, and film. So first they are nominated. Someone sees them and says, this is the next wonderful, extraordinary artist. And then they're reviewed by panels of experts who look at them and are really looking at identifying artistic excellence and promise of extraordinary. La Princess Grace Award statue d'une valeur de $25 000, remise à 2 lauréats, le dramaturge et finaliste du prix Pulitzer, Brandon Jacob Jenkins, et la réalisatrice de théâtre et de cinéma, Lila Neuschbauer. Les prix pour les projets spéciaux qui ont offert près de 2 millions de dollars de bourse depuis leur création en 2003. La bourse Grace Kelly qui s'adresse aux très jeunes artistes émergents encore au lycée. Et pour finir, le Princess Grace Awards dont les gagnants reçoivent chacun $15 000 et $1 500 pour les lauréats honoraires. Un soutien non négligeable pour leur carrière. It's such a blessing to be here. I was just looking at this backdrop and I remember maybe years ago, maybe about 5 years ago, Googling Princess Grace Award just to put it on my vision wall. And to be here and to see it come to fruition is such a blessing and such a testament to my God. And I'm just very grateful and honored to be recognized on such a prestigious level. It's an encouraging breath of fresh air. Being an artist very much is a marathon, and along the way you get very winded. If you ever run a marathon, which I've never done myself, I'm told it's around mile 15, you're I'm dying. And then as a filmmaker, you have such a storied organization like Princess Grace and, Grace Kelly's memory there to push us forward, telling us that you are not alone and your work matters. And with everything you do, there is vision, there is sight, and there's love, because it's just a lovely foundation. I think that it's part of the legacy, of receiving this award and then going on to continue to do work. It's substantial support. It's a great connection to community and to other artists, even the other artists who I'm being awarded with tonight, getting to know them over the past few days. We're already dreaming about the projects that we will do together and how we'll use the support of this foundation to keep making wonderful art and keep growing ourselves and each other. So I'm very excited about that.
Cette année marquait également le retour du prix Prince Régnier III, créé en 2005. Plusieurs grands noms du monde artistique font partie des lauréats. James Cameron, Julie Andrews, Queen Latifah, George Lucas, Glenn Close ou encore Mikhail Baryshnikov, pour n'en citer que quelques-uns. Et pour l'édition 2024, c'est une légende du cinéma qui a reçu la statuette des mains du prince souverain, Michael Douglas. Ce prix est accompagné d'une subvention de 25 000 $ à l'organisation philanthropique choisie par le récipiendaire. Elle a ainsi été remise pour cette édition à la Douglas Foundation. De par ses prestigieuses récompenses, la Princess Grace Foundation USA soutient ces talentueux artistes dans toutes les étapes de leur carrière. Reportage à New York, Alexandra Pani avec Antoine Ecal. Et puis un peu plus tôt dans la matinée, au restaurant Rampoldi de New York, le prince Albert II assistait au conseil d'administration de la Fondation Princesse Grace, un rendez-vous annuel qui convie les différents membres du conseil et parmi eux son président John F. Lehman. En principauté hier soir, c'est le conseil stratégique pour l'attractivité qui était reçu à la résidence du ministre d'État. Et ce soir, pour évoquer les enjeux majeurs en la matière, c'est Frédéric Genta, le secrétaire général du conseil, délégué interministériel, qui est notre invité. Bonsoir Frédéric Genta. Bonsoir. On va rappeler le rôle de l'attractivité ici à Monaco. C'est on peut le dire, un de nos piliers quand même ici dans l'économie. C'est la source en fait de notre économie. Monaco vit grâce à sa capacité à attirer. Quand on voit le PIB monégasque, que ce soit l'immobilier, que ce soit la finance, notamment la finance, le private banking, que ce soit le tourisme, que ce soit le cluster du yachting, quelque part, la réussite économique de Monaco, c'est la réussite de notre activité. Comment rendre encore plus attractif notre principauté dans ce domaine? La première chose, c'est déjà de se faire connaître. Parce que déjà, nous sommes attractifs. Nous sommes un pays qui avons des bases très stables, une stabilité institutionnelle avec le prince souverain, une sécurité forte, des finances saines. Déjà, il faut se faire connaître. Il faut partir à l'étranger. Il faut, quelque part, que nos cibles connaissent Monaco, identifient Monaco. Aujourd'hui, il y a en Europe majoritairement des gens, des investisseurs qui réfléchissent à où s'installer pour créer de l'activité, mettre un family office, créer une entreprise. Il faut qu'ils pensent Monaco. Il faut que dans nos pays clés, on soit perçu, on soit compris et on soit quelque part accessible. On connaît les qualités de Monaco, la sécurité, le dynamisme culturel, sportif, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est peut-être des taxes qui sont moins élevées, par exemple, chez nous? Encore et toujours? La première chose qui fait la différence pour ces gens-là, c'est la capacité d'accueil. Il faut qu'on soit compétitif sur l'accueil, qu'on ait les bonnes infrastructures pour accueillir ces gens. Je pense notamment en termes d'école internationale, je passe en termes de capacité à accueillir des bureaux, à des family office, je pense effectivement en termes de capacité numérique pour attirer ces gens. Les gens que nous souhaitons attirer ont changé et il faut que notre politique d'accueil, nos processus, quelque part, notre État et aussi nos infrastructures soient au meilleur niveau, mais surtout au niveau pertinent pour cette nouvelle génération de résidents qui souhaitent venir travailler, créer de l'activité, rencontrer des gens comme eux. Et donc, il faut quelque part, quand les gens arrivent, ils aient l'impression que les infrastructures sont au niveau pour les accueillir, que la communauté est facile d'accès et que tout est fait pour qu'ils puissent s'installer et créer de la valeur de la manière la plus facile et efficace possible. On a parlé de mobilité et aussi d'enracinement. Il ne faut pas oublier qu'on est à la fin d'un grand projet immobilier qui arrive très très vite avec Maréterra. Ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne le dessus économiquement tout de suite derrière dans votre domaine? Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, l'attractivité contribue à Maréterra. Maréterra a été un projet exceptionnel pour la principauté qui a revenu des revenus récurrents. Maintenant, il est sûr que nous devons continuer avec nos forces, l'immobilier, la finance, le numérique, le tourisme. Et pour ça, pour quelque part, je dirais, faire fonctionner ces industries, ces secteurs, il faut attirer des gens. Il faut attirer des gens pour l'immobilier, il faut attirer des gens pour augmenter les capacités des banques de gestion, il faut attirer des gens pour les tourismes et des congrès de haut niveau, il faut attirer des gens pour que notre écosystème économique en bénéficie et continue de créer des emplois. La source de tous ces secteurs, c'est notre capacité à attirer des cibles, des investisseurs de très haut niveau, des entrepreneurs, des touristes de très haut niveau et des talents pour faire fonctionner notre économie. D'où l'intérêt de fédérer tous ensemble avec le Conseil stratégique pour l'attractivité. Le Conseil stratégique pour l'attractivité est quelque part le think tank qui nous aide à penser cette stratégie.
L'avantage, c'est qu'il regroupe l'ensemble des forces économiques. Qu'on parle d'hôtellerie, qu'on parle de finance, qu'on parle d'immobilier, qu'on parle des notaires, qu'on parle des avocats, qu'on parle de résidents, qu'on parle du médical, qu'on parle de la sécurité. Tout le monde est représenté au Conseil stratégique d'attractivité. Ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps pour penser la stratégie monégasque. La preuve que l'attractivité est centrale, c'est que ce conseil existe. L'ensemble des membres du gouvernement en sont membres et il est présidé par son Excellence, Monsieur le Ministre d'État. Ça montre que la base de notre modèle, c'est l'attractivité. Et quelque part, on la définit tous ensemble, en équipe, pour arriver au résultat qu'on souhaite, c'est-à-dire une croissance économiquement forte au service de la prospérité du pays. Et on n'oublie pas donc que pour ce Conseil stratégique pour l'attractivité, il y a quelque part une obligation de résultat dans un monde de plus en plus concurrentiel, pour conclure, Frédéric Gintin. Ah, mais déjà, il y a une obligation de résultat pour Monaco. C'est que Monaco ne peut pas grandir, prospérer, avoir cette croissance et maintenir toute sa prospérité et sa capacité sociale si on n'attire pas ses talents, si on n'attire pas ses investisseurs. Donc, quelque part, l'obligation de résultat, elle est évidente parce qu'on parle de l'économie monégasque, on parle de la prospérité du pays, on parle de l'avenir du pays. Donc, on sait qu'on n'a pas d'autre choix et on sait qu'on est sur une matière humaine qui est compliqué. On n'est pas comme des pays qui ont du pétrole, du gaz, ou quelque part du pétrole, du gaz, c'était pareil il y a 50 ans où aujourd'hui on l'extrait et on le vend. Oui. Nous on est sur une matière humaine qui évolue, une matière humaine qui est complexe, une matière humaine qui est exigeante et on doit s'adapter, être agile, adapter notre stratégie effectivement d'image, d'accueil, de politique publique, d'infrastructure à ses besoins. Quelque part, toutes ces choses doivent servir les besoins de l'attractivité, de nos résidents, de nos investisseurs, des talents, des salariés qu'on souhaite attirer, pour que ça bénéficie ensuite à la prospérité monégasque et pour que ça bénéficie au modèle monégasque. Donc l'ambition de résultat, elle est évidente, parce qu'on parle de l'avenir du pays. Merci Frédéric Gintin d'avoir pris du temps pour nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Entretien à retrouver quand vous le souhaitez sur le site de Monaco Info. Afin d'éviter tout risque d'éboulement, des travaux de sécurisation du versant rocheux qui surplombe la place d'Armes sont en cours. Combien de temps ces travaux vont-ils durer? Quelles sont les différentes phases? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Avec les intempéries et les phénomènes pluvieux extrêmes, des chutes de pierres ou de blocs peuvent se produire. Afin de prévenir tout risque d'éventuel éboulement, des travaux de mise en sécurité du versant rocheux situé au-dessus de la place d'Armes ont débuté le 3 octobre. Ce projet a été initié à l'initiative du Palais Princier il y a déjà bien 3-4 ans, à la suite de plusieurs chutes de pierres qui avaient été recensées. Donc il y a eu toute une phase d'études préliminaires et jusqu'à des études de conception et un appel d'offres qui ont été lancés. Là, on est en phase vraiment de travaux préparatoires, c'est-à-dire qu'on a mis en protection tous les enjeux existants, c'est-à-dire le bâtiment de police. On a une phase à la fois où on protège les enjeux en provisoire et une autre phase en parallèle qui est réalisée par l'entreprise de Skydeck, la mise en place d'une galerie de protection piétonne le long de la place d'Armes. Des opérations de confortement sont réalisées sur des blocs potentiellement instables, ainsi que le débroussaillage et la pose de grillages et de barrières, le tout dans le respect de l'environnement et des espèces présentes sur site. On est intervenu en phase amont pour justement faire un diagnostic, savoir quels enjeux étaient présents sur le site. Et donc on a révélé 2 gros enjeux, donc la nivole de Nice, qui est une plante qui est assez localisée et dont notamment le Palais a fait une campagne de consolidation de population avec la transplantation avec le Conservatoire botanique méditerranéen. On a fait ce qu'on appelle des mesures de mise en défense. Donc on a balisé, on a matérialisé avec de la cordelette ou avec de la chaînette pour que justement les ouvriers n'aillent pas sur ces sites-là, parce que c'est les endroits où il y avait de la nivole de Nice, qui est une espèce très sensible. La fin de cette première phase de travaux est prévue pour la mi-janvier. Et découvrez à présent ce film documentaire Musa. Il s'agit d'un voyage entre Vilnius, Paris, Genève et Budapest en compagnie d'une talentueuse pianiste lituanienne qui emmène le spectateur dans le monde merveilleux de la musique classique. Comme vous l'explique maintenant Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello.
Après de longues et douloureuses années d'invasion et de domination par différents régimes autoritaires, les pays baltes se sont affranchis en 1990 par la révolution chantante soviétique en laquelle Musa s'est engagée. Depuis, la pianiste ne cesse de porter haut et loin la musique de sa patrie. J'étais filmée depuis mon tout petit âge. Je suis quelqu'un qui vient de la famille des artistes et a l'habitude de voir les caméras. C'est l'histoire de quelqu'un qui vient de pays qui étaient occupés par les soviétiques et qui était rayé de la carte pendant 50 ans. Et j'étais moi-même touchée, j'étais interdite de passeport pendant 7 ans. Donc tout ça s'est vécu, mais j'étais toujours heureuse de vivre dans la musique et je le suis toujours. L'association Monaco-Baltic States est un pont culturel entre la principauté et les États baltes. Fondée pour promouvoir des échanges, elle soutient des initiatives variées, comme ce film Musa, renforçant ainsi les liens entre les deux nations. Cette association incarne donc une volonté de dialogue et de coopération internationale. Le fait que Monseigneur il a échangé à New York avec le président de la Lettonie sur différents sujets et que Monaco est toujours respectueux de celles qui sont les valeurs principales. Ça veut dire la liberté, le respect des hommes, le respect de celle qui est la culture. Ça va dans ce sens. Dans la vie de Madame la professeure Roubakité, il y a, je pense, celle qui est un message pour tous les jeunes générations. Si on a du talent, on peut arriver n'importe où, aussi que les conditions socio-économiques ou le lieu de naissance sont défavorisées. Musa, un film documentaire qui rappelle que l'art, sous toutes ses formes, est une arme pacifique face au tumulte de l'histoire. La culture en principauté, formidable secteur d'attractivité, avec un cycle de conférences qui se poursuit à l'Auditorium Régnier 3. Le thème aujourd'hui, M&M, Musique et Monaco, une longue histoire d'amour consacrée à l'évolution du philharmonique dans l'histoire de la principauté depuis sa création, cette belle et riche histoire d'amour dans laquelle s'entremêlent les destinées de Monaco et de celles de la musique à Monaco. Conférence animée aujourd'hui par André Perraigne avec un détour vers les années 1880-1890 où Corniche venait écouter l'orchestre de Monaco. La littérature, elle aussi, a toujours eu une place d'importance en principauté, et grâce notamment au rendez-vous culturel de l'hôtel Métropole, l'occasion est toujours belle de rencontrer, de découvrir des auteurs, à l'image de la visite hier d'une jeune écrivaine au style incisif et dans l'air du temps, Laure Gourège, qui vient de publier un étonnant 3e roman, au titre qui ne laisse pas indifférent, le livre que je n'ai pas écrit, et qui est déjà un succès. Et pour donner la tonalité de votre ouvrage, si je vous dis, Laure Gourège, bonsoir à vous, j'ai tâché d'être drôle sans faire d'humour, d'être légère sans être gaie, d'être optimiste sans jamais être confiante. Ça vous parle? Bonsoir. J'ai tâché d'être drôle, vous avez vu, tout de suite, sans faire d'humour. Ah oui, oui, vous aviez le ton de l'humour. Ah, ça vous rappelle quelque chose, ça, d'être légère, sans être gaie, d'être optimiste, sans jamais être confiante? Ça me rappelle quelques essais ratés, mais bon. Le titre de votre livre, justement, on va en parler un tout petit peu, puisque c'est à la rencontre de vos lectrices et de vos lecteurs, bien sûr, ou donner envie de l'acheter tout simplement. Ce 3e roman pour vous, le livre que je n'ai pas écrit. Et vous voulez écrire quoi, finalement? Que vouliez-vous écrire? Une comédie, justement, le livre drôle, léger, avec de l'humour. C'était ça, le but. Et ça ne se fait pas, donc, dans le domaine de l'édition ou auprès de votre famille? C'est compliqué. La comédie est compliquée en littérature. C'est vrai qu'elle n'a pas une place très prestigieuse dans la littérature française. Et donc, elle existe un peu plus dans le théâtre, mais beaucoup moins dans le roman. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu envie de me donner ce défi. Vous surprenez toujours, parce que le premier roman était un succès, c'était La fille du père. Vous aviez 30 ans à l'époque et vous avez voulu faire le point peut-être sur votre vie. Et dans le deuxième, que j'ai eu la chance de découvrir, Les idées noires, c'est vraiment le regard des autres. On vous appelle un matin, on vous dit « venez témoigner dans une émission pour parler de votre couleur noire alors que vous ne l'êtes pas ».
Tout à fait, c'est vrai. C'est un peu, c'est d'ailleurs un peu aussi un ton aussi humoristique, en tout cas au moins un ton un peu qui pousse vers l'absurde. Et oui, j'avais envie de faire ça et ça m'a amusé d'essayer de pousser jusqu'à l'absurde la question de l'identité. Oui, mais en tout cas la question de l'identité, on se la pose dans un monde aujourd'hui qui justement se pose tant de questions autour de l'identité. Tout à fait. Ben oui, et c'était d'ailleurs dans ce mouvement-là que j'avais eu envie d'écrire ce texte-là. C'était parce que je sentais que la question était très présente, que tout le monde essayait de se trouver une identité, de se donner une communauté, d'appartenir à une communauté fermée. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait des gens finalement qui, comme moi, ont deux identités, sont finalement ni noirs ni blancs, sont un peu des deux ou alors rien du tout. Et donc, dans quelle case on rentre? Dans quelle case on rentre? Dans la case de ce troisième roman, en tout cas, vous êtes journaliste de mode. On sort du Covid, vous êtes plusieurs à vous poser plein de questions, savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste dans un petit peu le côté triste de la chose? Il faut sortir un peu de ses gonds. Il faut faire autre chose. Vos parents habitent aux États-Unis. C'est pas simple pour vous. Et vous avez envie de parler finalement quoi? De vous au final? Non, pas trop, plutôt justement sortir de moi, c'était un peu ça le but de l'écriture de ce livre. C'était justement de rompre un peu avec l'autofiction et ce que j'avais fait comme travail dans les deux premiers, et plutôt justement d'écrire un vrai roman, une invention. C'est compliqué partout, c'est compliqué avec vos parents, c'est compliqué en amour. Ouais, c'est compliqué partout. Pardonnez-moi, dans le livre, bien sûr. Ah bah oui. Même le personnage principal vous pose problème? Elle s'appelle Hermione, bon, ça nous rappelle quoi? Harry Potter, un bateau? C'était plus en hommage à Racine, mais oui, ça marche aussi Harry Potter, bien sûr, évidemment. Bien sûr, bien sûr. On va pas, comment dit-on déjà, divulgacher, spoiler ce livre qui est déjà un vrai succès, on le rappelle quand même, Laure. Ah bah merci. Écoutez, j'espère en tout cas que malgré le titre, bon voilà, il fera quand même un peu rire et il apportera la dose d'humour dont on a un peu besoin dans cette période. Il y a un ressort comique à l'intérieur évidemment qui revient souvent. On parle beaucoup des SMS. Je ne vais pas aller plus loin bien sûr. Oui. Oui, c'est vrai. Ben, les textos étaient vraiment, m'ont beaucoup aidé justement à apporter cette touche d'ironie, de comédie, et c'est très pratique parce que c'est court, on peut être très incisif, voilà, très ramassé, et là c'est très pratique pour faire de l'humour et de l'ironie. Est-ce qu'on passe de l'optimisme au pessimisme sans problème dans votre livre? Facilement, mais oui, mais bien sûr, évidemment, les deux c'est la même chose en fait. Pourtant il y a plein d'esprits opposés dans votre livre. Oui, mais bien sûr. C'est vrai que effectivement, on passe des deux, et c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement de jouer entre cette tension entre le comique, l'optimisme et le pessimisme, et aussi de voir finalement comment parfois l'ironie, qui peut être quelque chose d'humoristique, a vraiment un fond aussi de gravité et de noirceur. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est d'être tout le temps dans cette tension entre les deux. Laure Courrèges, au final, vous êtes contente de ne pas avoir écrit ce livre? Je suis ravie. C'est terrible comme question. Je suis ravie de l'avoir raté, c'était parfait. Comment ça se passe, les rencontres comme aujourd'hui au Métropole? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà lu vos deux derniers livres, qui viennent de découvrir le troisième ou qui veulent l'acheter? Alors là, aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui viennent pour découvrir le livre. Donc, on va avoir une discussion tout à l'heure, justement, autour du roman. Et comme ça, tout le monde pourra poser des questions. Et ce sera une discussion voilà, vraiment libre. Et j'espère donner envie aux spectateurs de venir de lire le livre. En tant qu'artiste, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger. Parce que vous avez des réactions qui sont toujours, en tout cas, diverses et variées, j'imagine. Oui, mais c'est vrai que la question de la comédie intrigue beaucoup. Et c'est vrai que j'entends beaucoup, surtout dans cette époque-là, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu difficile, beaucoup de gens me disent mais voilà comment on assume aujourd'hui le rôle de la comédie dans un monde qui est justement qui est très compliqué, avec des difficultés partout, et finalement comment on réussit à être heureux alors que tout fiche le camp. Merci Laure Courrèges d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Dans le cadre des actions menées par l'association Semeurs d'Espoir Monaco, une collecte de matériel informatique, ordinateur, portable, tablette, téléphone est en cours. Les appareils seront ensuite réaffectés à des étudiants et à des personnes en situation précaire. Si vous avez du matériel en état de marche, merci de contacter les Semeurs d'Espoir à l'adresse mail qui s'affiche tout au bas de votre écran. Et dans ce journal, on va prendre le temps ce soir de prendre du bon temps en se rendant à la foire Attraction qui a ouvert ses portes il y a maintenant une semaine sur le port de Monaco. Un événement très attendu pour les petits comme pour les grands et que nous avons souhaité mettre en lumière ce soir. Nous allons rejoindre sans plus tarder au milieu des manèges, des jeux et autres stands gourmands, Émilie Rousseau. Émilie, vous avez pu le constater, le public est bel et bien, en tout cas au rendez-vous, et encore plus en cette période de vacances scolaires.
Oui, comme chaque année à la même époque, de nombreux visiteurs sont venus ici à la foire attraction à la recherche de sensations fortes ou tout simplement pour une pause gourmande. Avec Camille Caloni et Alexandre Gougassian, nous sommes allés à leur rencontre et nous avons aussi recueilli le témoignage des forains pour connaître la raison de ce succès. C'est le rendez-vous familial par excellence, celui où l'on rit, on crie, on s'amuse et où l'on passe du bon temps. Et ce n'est pas les jeunes qui nous diront le contraire. La foire, c'est quelque chose où on doit s'amuser et en plus ça tombe pendant les vacances donc on peut venir souvent. C'est là où on passe du temps avec les amis, là on recherche des attractions à sensations fortes et où on peut gagner des choses. C'est incroyable, j'adore, c'est trop cool. People having fun, screaming the whole time and just having fun here. Pour moi la foire franchement c'est un truc où on s'amuse, en plus on est jeune, on peut faire plein de manèges. Franchement, j'aime trop la foire. Moi, j'ai gagné ma peluche de l'OM et je suis content, je suis trop fière. Un enthousiasme débordant que les forains prennent comme une marque de reconnaissance. Certains d'entre eux viennent en principauté depuis des dizaines d'années. Ils ont vu grandir cette génération qui vient aujourd'hui, avec ses propres enfants, profiter des manèges et autres plaisirs sucrés. Pour nous, de revenir à Monaco chaque année, c'est un privilège, d'une part. On est tellement habitué d'être accueillis, tellement gentiment, agréablement. Et vous savez, la foire, c'est le moment le plus festif de l'année pour les enfants. Ils trépignent d'impatience, de joie, de sensation, de venir pendant un mois, profiter de tous les manèges et des confiseries qu'on a ici. Et pour profiter pleinement de cet événement, la mairie de Monaco, organisatrice de la foire attraction, est très vigilante sur la sécurité. On vérifie que tous les manèges, tous les stands soient bien contrôlés, bien assurés, que tout a été fait dans les règles de l'art pour assurer la sécurité des participants. Et après, sur le site, on s'assure également, avec des contrôles aux entrées, qu'il n'y a personne qui va représenter un risque pour les autres, ou en tout cas un minimum de risque. Près de 80 stands composent la foire attraction cette année, avec quelques nouveautés et le retour de manèges phares. Si certains s'amusent, d'autres préfèrent regarder au loin. Est-ce que vous seriez capable de faire ce genre d'attraction aujourd'hui? Non. Définitivement, non. Mais nous avons quand même trouvé des téméraires, à l'image de Thierry, qui sait mesurer au Stargate, un cylindre qui utilise la force centrifuge et qui offre des sensations uniques. C'était comment? C'était extraordinaire. C'était une sensation qu'on ne connaissait pas. Suspendu comme ça, accroché à un mur. Jamais fait. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce manège? On a vu que ça tournait vite, on s'est dit, au lieu de boire un coup, on va faire un tour de manège. Voilà, c'est tout, mais c'était extraordinaire. Nathan, lui, est un habitué des lieux. Il a choisi le Pulsion, situé sur la darse sud du Port Hercule, pour faire le plein de sensations. Chaque année, je le fais. C'est amusant. Habituellement, je le fais avec des amis. Là, ils sont partis. Sinon, ça va. Confiant. On te laisse monter et on recueille ton témoignage après, d'accord? Alors, c'est un genre d'éolienne. Quand on le voit tourner, un petit peu comme une hélice, il fait 45 mètres de haut. Il tourne à peu près à 13 tours minute. Ça fait 21 mètres secondes. Il y a 5 G positifs, 1 G négatif. Il y a une belle sensation qui ne rend pas malade normalement. C'est en effet l'effet inverse que l'on voit sur le visage de Nathan à la sortie de l'attraction. Nathan, on t'a vu très à l'aise, hein? Ouais, ça j'ai l'habitude, ça fait 2-3 ans que je le fais un peu tout le temps. C'est une belle attraction parce qu'on voit la vue. À chaque fois qu'on est à l'arrêt, à la fin, on profite. C'est que du plaisir l'attraction. Raconte-nous un petit peu les sensations qu'on a. La première fois qu'on le fait, souvent on ressent des picotements. C'est un peu normal, puis on nous stresse un peu et là, après on prend l'habitude. C'est marrant quoi. Entre amis ou en famille, la foire attraction reste un moment convivial, un retour en enfance pour certains, le plein de souvenirs pour d'autres. C'était très bien, oui. Il fallait quand même les accompagner, ça bouge beaucoup. Et puis là-bas dans le tunnel, il se renverse un petit peu, alors c'est impressionnant pour elle. Mais c'était très bien. La foire attraction, c'est également les stands gourmands, des incontournables auxquels nous n'avons pas pu résister. C'est un passage obligatoire, la gaufre, pour vous? Bien sûr. Elle connaît, elle vient depuis qu'elle est toute petite. Moi, je découvre, mais c'est toujours délicieux, quoi. Ah oui, c'est le passage obligatoire de prendre la gaufre avec le Nutella. C'est obligé. Et la chantilly. Et la chantilly.
La maison Rodi s'installe chaque automne à Monaco et ce depuis plus de 40 ans. Elle ravit les papilles des clients et a même inscrit à sa carte la gaufre de Monaco aux couleurs de la principauté. Mais ce n'est pas la seule saveur proposée. Il y a plusieurs parfums, le chocolat, la crème de citron, c'est moi qui l'a fait. Ça plaît beaucoup. Le chocolat maison est indétrônable, c'est celui de ma grand-mère. Ça marche très bien, ouais. À quelques pas de là, une autre maison familiale présente à la foire attraction depuis 74 ans, le stand Michel qui propose sa spécialité. C'est le chichi, le beignet marseillais. C'est un beignet au sucre qu'on peut fourrer au Nutella ou alors avec des véritables rondelles de pommes. Le chichi ici est cuisiné en direct devant vos yeux, 2 minutes 50 de cuisson pour que la pomme soit saisie à l'intérieur du beignet. Et voilà. Nous, on n'a pas été très courageux pour faire les manèges, mais par contre, l'appel de l'estomac a eu raison de nous. Profitez bien, vous aussi, jusqu'au bout, Émilie, de la foire attraction ouverte jusqu'au soir de la fête nationale, le mardi 19 novembre. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Frédéric Hélion. De la pluie le matin, beaucoup de nuages et quelques éclaircies l'après-midi. Le temps sera instable vendredi, Christophe. Les températures seront comprises entre 17 et 20 degrés. Vendredi 25 octobre, ce sera la Saint-Enguerrand. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec l'ouverture du Tennis Europe Juniors Masters. Et juste avant le coup d'envoi de la compétition, la cérémonie d'ouverture au Monte Carlo Country Club, qui a déjà vu depuis 3 ans maintenant plusieurs pépites, plusieurs talents, garçons et filles de moins de 14 et de 16 ans, s'exprimer au plus haut niveau sur la terre battue monégasque pour un titre là aussi de prestige. Les photos sont signées Stéphane Dana. Et notez-le bien, samedi dès 10h sur Monaco Info, vous pourrez vivre en direct toutes les finales, toute la journée, en compagnie de nos experts, Laurent Orsini et Frédéric Hélion. Et puis dans un instant, ne manquez pas le 3e épisode inédit de notre série de reportages en immersion avec le corps des sapeurs-pompiers de Monaco que nous avons suivi pendant un an. Vous allez ce soir pouvoir découvrir l'une des nombreuses facettes du métier avec Alban Jean-Jambre et son équipe. Nous allons pénétrer dans une zone restreinte de la caserne, le CGCOS. Il s'agit du centre d'appel des pompiers de Monaco. C'est là que votre appel est pris en charge lorsque vous composez le 18 ou le 112, le point de départ de toute intervention. Demain, vendredi 19h, c'est Sarah Inkari que vous retrouverez pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.